Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette troisième et dernière partie dans ce chapitre sur la formation des chaînes de montagne, sur l'orogenèse. Et donc dans cette troisième partie, nous allons aborder la fin de l'histoire d'une chaîne de montagne, comment après s'être formée, elle disparaît, phénomène qu'on va appeler la pénéplénation ou la disparition des reliefs. Alors pour commencer, quelques définitions. Première définition, donc la définition de pénéplénation. Alors ce qu'on appelle une pénéplène, et donc le phénomène qui va former cette pénéplène, la pénéplanation, c'est la transformation progressive d'un orogène en plaine. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'ensemble des mécanismes qui permettent de passer d'une chaîne de montagne avec un relief accidenté à un relief complètement plat, d'altitude quasiment nulle. Bien sûr, un certain nombre de mécanismes vont intervenir et vont pouvoir expliquer la pénéplanation. On verra qu'il y a 3 mécanismes. Le mécanisme principal qui va nous intéresser, le plus longuement, ça sera le mécanisme d'érosion. Alors, qu'est-ce que c'est que l'érosion? C'est, l'ensemble des processus qui permettent de dégrader et de transformer les reliefs par une raison causée par un agent externe. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agent externe? C'est par exemple l'eau, le vent, la glace, le gel. Et en cela, l'érosion s'oppose à la tectonique. Parce que la tectonique aussi peut modifier les reliefs. Par exemple, on a vu dans la deuxième partie que la tectonique permettait de former des chaînes de montagnes. Mais dans le cas de la tectonique, c'est un mécanisme d'origine interne, qui vient de l'intérieur de la Terre, alors que dans le cas de l'érosion, la cause de la transformation du relief est externe. Encore une fois, l'eau, le vent, etc. Alors, l'érosion va faire appel essentiellement à un autre phénomène qu'on appelle l'altération. Alors, qu'est-ce que c'est que l'altération? C'est le phénomène proprement parlé de transformation des éléments constituant les roches, constituant les reliefs, sous l'action de facteurs externes. Et donc, l'altération va être responsable de l'érosion. Donc, si vous voulez, l'altération, c'est le mécanisme, l'érosion, c'est la conséquence de l'altération des roches. Alors, commençons par étudier ce phénomène, ou plutôt ces phénomènes d'altération des roches. Donc, théoriquement, on aurait dû voir ça en TP. Alors, ce TP, je ne vous l'ai pas donné en ligne parce que, honnêtement, il faisait appel à des manipulations, il n'avait pas d'intérêt à être fait à distance. Et en fait, on va voir que au sein de l'altération des roches, il y a plusieurs mécanismes d'altération qu'on peut classer de manière un petit peu artificielle, mais ça permet de les séparer en deux, en mode d'altération physique et en mode d'altération chimique. Alors, commençons par les modes d'altération physique. Le premier mode, enfin la première cause d'altération, c'est l'eau, et notamment l'eau liquide. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête d'ores et déjà, c'est que les phénomènes d'altération des roches seront des phénomènes lents. À l'échelle humaine, c'est difficile d'en voir les résultats. Par contre, par rapport au mécanisme tectonique, c'est relativement rapide. Autrement dit, un phénomène d'altération, ça va prendre des milliers, voire des centaines de milliers d'années, alors qu'un phénomène tectonique va prendre des millions, voire des centaines de millions d'années. Donc l'altération, c'est plus rapide que la tectonique, mais ça reste lent à l'échelle humaine. Donc vous avez ici un cours d'eau, et vous voyez que ce cours d'eau, à cause d'un accident de relief, forme une cascade. Et donc, chaque fois que des particules d'eau circulent et tombent, en fait, petit à petit, elles vont modifier et elles vont enlever mécaniquement quelques particules de roche. Alors, un tout petit peu, hein, ça se fait grain de roche par grain de roche, mais le résultat, c'est que si on revient dans ce paysage dans, allez, 10 000 ans, on ne verra pas la même chose. Le cours d'eau aura creusé un petit peu ce paysage. Alors, d'une part, il l'aura creusé d'un point de vue d'altitude, c'est-à-dire que la dénivelée de la cascade sera plus faible. Et puis, en plus, comme à chaque fois que le bord de la cascade subit l'action mécanique de l'eau, il y a quelques particules qui sont enlevées, la cascade va reculer dans le paysage, grosso modo, elle sera, par rapport à cette photo, beaucoup plus à droite qu'actuellement. Et ça peut avoir des effets majeurs. Si on regarde ce paysage, dont vous avez sûrement entendu parler, hein, c'est le Grand Canyon aux États-Unis. Donc, ce paysage est le résultat direct d'un creusement qu'on va qualifier de fluvial, donc une vallée qui a été creusée par un cours d'eau, eau à l'état liquide. Et alors, comment ça se reconnaît dans un paysage, ce type d'érosion, ce type de creusement? Parce qu'on va avoir des vallées qu'on va qualifier en forme en V. Si vous regardez les deux bords de la vallée, vous voyez que ça forme quelque chose d'assez, avec un angle assez aigu, ça forme un V. Donc ici, on a le plateau du Colorado qui a été complètement incisé par la rivière
rivière Colorado, la rivière que vous voyez en bas. Alors, vous avez l'impression de ne pas voir de rivière, c'est en fait parce qu'elle est très boueuse, elle est chargée de particules justement issues de l'érosion. Pour vous donner une idée, à cet endroit, le Colorado, il est à peu près 2 fois large comme la Seine. Et on a ici une vallée qui fait 1 kilomètre de hauteur entre le Colorado, la rivière tout en bas, et le plateau tout en haut. Donc c'est parmi les vallées les plus grandes au monde, d'où son nom de Grand Canyon. Autre exemple, toujours aux États-Unis, et donc là c'est à Yellowstone, ça s'appelle aussi le Grand Canyon, mais c'est rien à voir. Et là vous voyez, sur cette photographie, on voit très bien la forme en V typique du creusement par un cours d'eau, une rivière ou un fleuve d'un relief. Bien entendu, ça prend du temps, hein. Dans le cas du Grand Canyon, c'était plusieurs centaines de millions d'années pour avoir ce creusement. Ici, c'est un creusement qui a pris plusieurs millions d'années. Autre mécanisme pouvant causer de manière physique l'altération des roches, c'est le gel. C'est la succession gel-dégel, ça va avoir tendance à fragiliser, à fracturer les roches. Alors comment ça se fait? Bah, ça vient du fait que, imaginez une roche ou un relief qui possède quelques petites fractures en fractuosité. Lorsqu'il pleut, ben, l'eau peut rentrer à l'intérieur. Maintenant, s'il fait froid, et ben, cette eau va geler. Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'eau à l'état solide va posséder un volume plus important que l'eau liquide. Donc ça veut dire que lorsque l'eau qui s'est glissée dans les fractures gèle, bah, l'augmentation de volume va venir pousser les deux parties de la roche, et ça peut augmenter la taille des fractures, ça peut fragiliser la roche. Alors tant qu'il fait froid, tant que c'est gelé, il ne se passera rien parce que le gel, l'eau gelée va coller en fait, en quelque sorte, les deux parties du bloc. Mais le problème, ça sera au printemps. Ça sera au printemps lorsque ça va commencer à dégeler, et ben, suivant le relief, ben, certaines parties de la roche peuvent s'effondrer. Sur cette image, vous voyez, donc on a ce qu'on appelle une aiguille, un relief montagneux très, très important, assez aigu, et vous avez différentes couleurs. Et la partie toute grise que vous voyez un peu sur la droite, c'est en fait une roche qui est exposée depuis peu de temps aux intempéries, alors qu'à gauche, c'est oxydé parce que ça fait longtemps que ça a été exposé. Bah, en fait, imaginez, sur la partie droite, il y a tout un gros bloc qui s'est complètement détaché et qui est tombé justement au printemps du fait de l'action gel-dégel. Alors ça peut poser un problème majeur de sécurité, hein, en montagne, notamment au printemps, et c'est pour ça que certaines activités comme l'escalade, les randonnées, sont déconseillées à ces périodes-là. Heu, le reste du temps, le risque est plus limité. Autre illustration de ce phénomène, hein, c'est ce qu'on appelle la gélifraction. Donc vous avez ici des blocs qui ont été pris en photographie en Islande. Sur la photo du haut, vous voyez un bloc qui est simplement fracturé, c'est déjà l'action du gel, et en fait, en quelques années, ce bloc va se transformer en ce que vous voyez en bas, hein. Alors c'est pas les mêmes blocs parce que les photographies ont été prises en même temps, mais ça aurait pu tout à fait être les mêmes blocs, et vous voyez le bloc fracturé en 3-4 morceaux, ben, très rapidement est complètement laminé en tout petits fragments par cette action gel-dégel. Et puisqu'on parle du gel, autre facteur mécanique d'érosion extrêmement important, l'eau toujours, mais cette fois-ci l'eau sous forme gelée, mais l'eau gelée qui va se déplacer, ce qu'on appelle un glacier. Donc c'est le deuxième mode de formation des vallées. On a vu tout à l'heure les vallées qui étaient formées par des cours d'eau. Ici, ça va être des vallées qui vont être formées par des glaciers. Parce qu'en fait, il faut imaginer le glacier comme une sorte de rivière, mais de rivière extrêmement lente. Un glacier va se déplacer sous l'action de son propre poids à une vitesse d'à peu près 1 ou 2 mètres par an. Donc imaginez une énorme masse de glace qui descend finalement depuis les reliefs où elles se sont formées par accumulation de la neige, et puis qui par effet gravitaire va descendre progressivement, donc une rivière très très lente. Mais la glace d'une part a un certain poids, mais en plus en glissant, en descendant, la glace va arracher des blocs. Ces blocs, comme ce sont des blocs de roche, vont se retrouver par densité en dessous du glacier. Leur densité est plus faible que celle de la glace. Et donc ces blocs qui sont transportés par le glacier vont venir râper, vont venir heurter le sol rocheux sur lequel le glacier se déplace, et ça va entraîner, arracher de nouveaux blocs qui vont s'agglomérer au glacier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc imaginez en fait le glacier comme une sorte de langue de glace gigantesque qui est en train de circuler sur un tapis de blocs très irréguliers, de taille très très variable, de roches, qui viennent frapper, qui viennent raboter le fond de la vallée.
Alors ça se voit très bien, sur, les roches qui subissent ce phénomène. Vous voyez, alors là, c'est une photo, alors la photo est un peu floue, mais, heu, on voit que ces roches sont striées là, vous voyez ces espèces de lignes horizontales? Mais en fait, ces stries, c'est le résultat du frottement des roches qui étaient entraînées par le glacier, qui sont venus rayer en quelque sorte, les roches du substrat sur lequel le glacier se déplace. Et tout ce déplacement cette action de roche contre roche, ça va fabriquer de nouveaux sédiments de taille très variable. Donc, notamment des particules très fines, ce qu'on appelle la farine glaciaire. Et cette farine glaciaire, après, par le vent, peut s'envoler et venir se déposer tout autour des glaciers. Et ça forme aussi des paysages particuliers. Et quand les géologues retrouvent ce type de sédiments, ils savent que à cette époque-là, il y avait des glaciers pas loin. Donc, par exemple, en France, et surtout dans toute la région de Paris, il y a certaines couches de sédiments qui sont composées de ce type de farine glaciaire. Et donc, ce qui nous fait dire qu'avant, il y avait une période glaciaire et il y avait des glaciers qui allaient largement jusqu'à Paris. Alors maintenant, si on revient à la vallée, comment on reconnaît dans un paysage une vallée d'origine glaciaire? Elle n'aura pas du tout la même forme que les vallées fluviales dont on avait parlé tout à l'heure, des formes en V. Ça va avoir une forme qui va être qualifiée de forme en U. Comme ici. On dit aussi une forme en auge, A-U-G-E. Une auge, c'est une mangeoire. Donc, vous voyez, en fait, la vallée va avoir un fond aplati, beaucoup plus large que tout à l'heure où c'était vraiment très aigu. Donc, d'une part, la vallée va être aplatie, et en plus, si vous regardez les reliefs qui entourent, ces reliefs sont un petit peu arrondis. Ça, c'est l'action érosive des glaciers. Les glaciers sont venus polir en quelque sorte les reliefs, et ça fait des reliefs qu'on qualifie de reliefs moutonnés, comme des moutons, parce que c'est tout doux, c'est tout poli, c'est tout arrondi. Donc cette, association, relief moutonné, relief, poli, plus, vallée en forme de U, à fond plat, c'est typique d'un paysage glaciaire. Alors ici, on est dans le parc national de Yosemite, aux États-Unis, qui est très célèbre, hein. Le massif que vous voyez à droite, c'est le massif qu'on appelle El Capitan, qui est, un des sites d'escalade les plus célèbres au monde. Et ici, le granit a été complètement creusé par un glacier qui a depuis complètement disparu, hein. On est dans un climat qui est pas du tout glaciaire. Ce glacier était présent là il y a plusieurs centaines de millions d'années. Depuis, il a fondu et tout ce qu'il en reste, c'est une petite rivière qui coule au fond de cette vallée. Autre exemple, un peu plus récent, là on est en Islande, donc là pour le coup, le glacier est vraiment pas loin. Là c'est une érosion qui date de quelques milliers d'années, pas centaines de milliers d'années. Et vous voyez par contre qu'on retrouve exactement la même structure, c'est-à-dire un fond complètement plat, et une vallée très, très large. Alors là, le cours d'eau que vous voyez en fait, c'est le cours d'eau qui est issu de la fonte du glacier qui est un peu plus loin. Mais c'est pas ce cours d'eau qui a creusé cette vallée, ce cours d'eau simplement, circule dans la vallée qui a été creusée par le glacier. Dernier exemple sur les glaciers, voilà un exemple de paysage, lorsqu'un glacier est passé. Vous voyez les blocs sont complètement polis, arrondis, et on peut voir parfois des stries. Alors, là les stries qu'on voit sur cette photo, c'est pas des stries glaciaires, hein, c'est des stries qui sont dues à la fracturation de la roche à cause des phénomènes de gel et dégel. Mais vous voyez ce paysage est vraiment typique de l'action d'un glacier. Des rochers qui affleurent, qui sont complètement polis, et puis de temps en temps des blocs qui sont restés là. En fait, c'est des blocs qui avaient été transportés par le glacier et qui sont restés là tels quels lorsque le glacier a disparu, lorsqu'il a fondu, et qui depuis n'ont pas bougé parce qu'ils étaient trop gros. Autre action physique à l'origine de l'altération des roches, la succession des variations de température. Alors, pas dans un cadre de gel-dégel, donc là on reste avec des températures positives pardon, mais des successions de températures, chaudes, températures froides, typiquement ce qu'on peut avoir, lorsqu'il y a des climats un petit peu chauds entre le jour et la nuit. Et en fait, par ces successions de températures, température froide la nuit, température plus chaude le jour, lorsque le soleil va faire chauffer les roches, ça va jouer sur la dilatation thermique des roches. Les roches vont légèrement gonfler lorsqu'il fait chaud, légèrement se rétracter lorsqu'il fait froid. Et si ces roches avaient des fractures qui préexistaient, cette altération, dilatation, rétractation, ça peut accentuer ces fractures et ça peut contribuer à fragiliser les roches. Donc c'est l'exemple que vous avez sur cette image. Alors il s'agit d'un ancien volcan, là toujours aux États-Unis, hein, dans le Wyoming, qui s'appelle la tour du Diable.
Et lorsque la lave qui constituait ce volcan, en fait, ce que vous avez là, c'est l'ancienne cheminée de ce volcan. Donc, lorsque la lave a refroidi, elle a formé ce qu'on appelle des prismes. Vous voyez, c'est ces espèces de lignes verticales. C'est lorsque la lave s'est rétractée en refroidissant, ça fait des sortes de colonnes, mais qui tiennent les unes contre les autres. Néanmoins, ces colonnes sont séparées par de légères fissures, mais tiennent. Mais avec la succession jour-nuit, ces fissures augmentent en taille et petit à petit l'édifice se fragilise. Et si on se balade au bas de cette ancienne cheminée volcanique, on va voir plein de colonnes de lave qui se sont effondrées à cause de ces variations de température. Un autre facteur physique d'altération, ce sont les végétaux. Alors les végétaux, ils n'ont pas l'air, mais ils sont extrêmement puissants. Ça se voit bien sur cette photographie, donc vous avez un bloc rocheux et vous voyez, il y a un arbre, donc cette photographie a été prise en Afrique, et cet arbre s'est insinué dans une fracture de roche, a fait grandir ses racines à l'intérieur, vous voyez les racines qui dépassent en bas de la photographie, sauf que l'arbre continue de grandir, donc petit à petit, ses racines vont gagner en épaisseur. Et la croissance des végétaux est suffisamment forte, suffisamment puissante pour, là encore, une fois, augmenter l'épaisseur, la largeur de ces fissures et contribuer à une érosion mécanique, une érosion physique de ces affleurements. Alors, c'est un peu plus anecdotique que les phénomènes qu'on a vus précédemment, mais c'est quand même un phénomène qui compte. Dernière action de physique, et là on a l'interface entre physico-chimie, vous allez voir, c'est le vent salé. Lorsqu'on est en bord de mer, on a ce qu'on appelle les embruns. Les embruns, c'est le vent qui vient de la mer, qui se charge d'humidité et de sel, et qui vient fouetter les roches ou les personnes qui se trouvent en bord de mer. C'est pour ça que lorsque vous vous promenez en bord de mer, souvent vous avez la peau salée après, même si vous n'êtes pas baigné. Or, ce vent salé va avoir une action d'érosion très forte sur les roches. Et ça va complètement les transformer en des sortes de dentelles qu'on appelle des taphonis, que vous avez ici. Et c'est à la fois l'action mécanique du vent et une action chimique du sel qui va contribuer à dissoudre un petit peu certaines particules de roches composant ces affleurements. Donc ça aussi, ce type de paysage, c'est vraiment typique d'un bord de mer. Et si jamais on retrouve des roches fossiles présentant ce type de structure, on sait qu'il y avait la mer pas loin à l'époque où les roches se sont altérées. Nous avons vu les phénomènes d'altération physique, maintenant voyons les phénomènes d'altération chimique. Et la principale source d'altération chimique, c'est un phénomène qu'on appelle l'hydrolyse, dont on a déjà parlé. Alors l'hydrolyse, qu'est-ce que c'est de manière très générale? C'est lorsqu'une molécule d'eau va réagir avec une autre molécule, en général de grande taille, et la casser en plusieurs molécules de petite taille. Alors ici, les molécules qui vont réagir avec l'eau, ce sont des molécules qui vont être présentes dans les minéraux. Et en fait, certains minéraux vont voir leur structure minéralogique complètement se modifier lorsqu'il y a de l'eau, et ça va transformer le minéral en un autre minéral, avec éventuellement départ de certains éléments chimiques. Alors, c'est ce que l'on voit sur cette photographie. Nous avons là une photographie en zoom d'un granit, et dans le granit, on a plusieurs minéraux, et donc notamment les micas. Alors les micas sur cette photographie, c'est ceux qui sont les plus sombres. Ce sont des biotites, des micas noirs, donc c'est vraiment les taches très sombres. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais autour de ces taches très sombres, vous avez une sorte de couleur un petit peu orangée qui vient entourer, ce qu'on appelle une auréole d'altération. Cette couleur orangée, en fait, ça ressemble à la couleur de la rouille. Et ben, c'est pas un hasard, c'est parce que dans les micas, dans la biotite, il y a du fer, et en présence d'eau, l'eau va réagir avec le mica, va transformer le mica en un nouveau minéral, qui est une argile, et en plus, l'eau va réagir avec le fer, va l'oxyder, et c'est ça qui va donner la couleur un petit peu rouille de cette auréole. Vous avez ici en fait la réaction qui se passe. Donc je vous avais parlé de biotite, mais ça marche aussi avec le mica blanc, la muscovite. Donc l'eau arrive, ça va entraîner le départ de K+, d'ions potassium, qui vont partir avec l'eau de ruissellement, et le mica va se transformer en illite, c'est-à-dire une forme d'argile. Vous avez ça en lame mince, donc vous voyez sur cette photographie, micrographie en lame mince, un échantillon de muscovite, donc de mica blanc, c'est celui qui est de couleur, enfin plutôt de teinte orange violacée, et l'illite, c'est ce qui est un peu jaune verdâtre, là, tout autour, et en fait, l'illite est en train de complètement ronger le mica. Au fur et à mesure que l'eau s'insinue dans l'édifice cristallin, la muscovite se transforme en illite, et si on laisse à ce phénomène suffisamment de temps pour se produire, la transformation sera totale, la muscovite disparaîtra totalement, et l'élite aura pris sa place. Et ça, c'est un phénomène d'altération
chimiques. Alors, c'est valable pour les micas, mais c'est valable pour plein d'autres minéraux. Certains sont très résistants à l'altération, par exemple le quartz résiste très bien à l'altération, d'autres, ben, comme les micas, s'altèrent extrêmement rapidement. Et c'est cette différence de vitesse d'altération qui va entraîner l'altération en changement d'échelle des roches, puisque certains minéraux vont rester, comme le quartz, mais d'autres vont partir très rapidement, et ça va déstabiliser, ça va désagréger les roches. Alors, ce diagramme nous indique un petit peu des différents cas de figure parce que, une fois que le minéral est altéré, il va libérer des ions. Or, ces ions ne vont pas forcément subir le même phénomène. Une fois qu'ils sont libérés, certains de ces ions vont partir. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont solubles, donc comme ils sont solubles, ils vont passer en solution dans l'eau de ruissellement, l'eau qui coule, et donc vont partir avec le ruissellement, ils vont partir dans les rivières vont quitter la roche dont ils sont issus. Donc vous voyez, c'est le cas de certains cations, les cations solubles que vous avez sur ce diagramme en marron, le K+, le Na+, le Ca2+, le fer et le magnésium. C'est le cas aussi de certains oxyanions, c'est-à-dire des anions qui sont solubles. C'est le cas du silicium notamment, du phosphore, etc. Mais certains cations, notamment l'aluminium, le fer ferrique, pas ferreux, Fe3+, le manganèse, ce sont des cations qui vont précipiter. C'est-à-dire que eux, au contraire, ils ne vont pas partir. Une fois qu'ils sont partis d'édifices cristallins du fait de l'altération, ils vont reprécipiter immédiatement sur place. En général, en s'oxydant avec de l'oxygène issu de la molécule d'eau. Donc, les cations précipitants vont rester sur place, alors que les cations solubles ou les anions solubles vont partir avec l'eau de ruissellement. Et c'est ce qui va expliquer que on va avoir progressivement une transformation des paysages du fait de cette altération chimique. Alors, ce que vous avez sur cette photographie, c'est ce qu'on appelle une arène granitique. Imaginez, il y a quelques milliers d'années, cette arène granitique, ben, en fait, c'était un gros bloc de granit, un énorme bloc de granit. Mais ce bloc de granit avait quelques fractures du fait de son refroidissement, et donc par ces fractures, petit à petit, l'eau s'est infiltrée, l'eau s'est insinuée, et à partir de ces fractures, par hydrolyse chimique des minéraux qui étaient en contact, l'eau a rongé petit à petit le granit, et c'est pour ça qu'il ne reste aujourd'hui que ces sortes de boules. En fait, ces boules, c'est le granit initial. Donc les fractures séparaient toutes ces boules et petit à petit, ces boules vont se réduire et se réduire, se réduire. Et le granit qui est altéré va se transformer en une sorte de sable qui est constitué par les grains de quartz qui n'ont pas bougé. Mais en fait, les micas et les feldspaths se sont altérés et ne sont plus cohérents, donc ne vont plus tenir. Et donc ça va faire une sorte de poudre qui va être à l'origine de ce qu'on appelle l'arène granitique. Et au fur et à mesure qu'il pleut, ben, cette arène, ce sable s'en va, et donc au bout d'un moment, il ne va rester plus que ces gros blocs qui vont s'accumuler les uns sur les autres, ce qu'on appelle un chaos granitique. Autre exemple de chaos, alors on n'est pas avec du granit, mais c'est le même phénomène. Ça peut donner des reliefs très étranges, hein. Donc là, on est sur un chaos de calcaire en Lozère, en France. Et vous voyez, en fait, c'est ce phénomène d'altération chimique avec l'action du temps qui a complètement sculpté ce paysage et qui donne des choses assez étonnantes qui tiennent en équilibre. Alors bien sûr, un jour, ça va finir par s'effondrer. Mais ce qu'il faut imaginer, hein, c'est qu'avant, on n'avait qu'un seul gros bloc de calcaire. Et puis la grosse pierre en équilibre là, que vous avez sur le centre de la photographie, c'est tout simplement une zone qui était un peu plus dure, qui était dénuée de fractures, donc l'eau n'a pas eu accès, l'eau a rongé tout ce qui était autour, et il reste aujourd'hui plus que ça. On peut aussi voir des arches ou des paysages vraiment étranges par ces phénomènes d'érosion chaotique. Alors, que devient le produit de cette altération? Donc on a vu les différents modes qui expliquaient l'altération des roches, et je vous ai dit que suite à l'altération, ben, on avait d'une part des ions, qui passaient en solution, et d'autre part aussi des particules de taille très variée qu'on appelle des sédiments. Ces particules, ça peut aller du grain de sable, mais jusqu'à des blocs qui peuvent faire plusieurs tonnes et plusieurs mètres de diamètre. Donc on a vraiment des particules de toute taille, de l'ion jusqu'à un gros bloc de roche. L'idée, c'est que ces blocs, ces sédiments, vont être transportés. Alors bien sûr, plus les sédiments sont fins, plus le transport va être facilité. Alors, on est de nouveau en Islande,
Et vous avez ici, vous reconnaissez une vallée glaciaire, hein, c'est d'ailleurs, la même vallée glaciaire que je vous avais montré en photo, précédemment. Et vous voyez, sur cette photographie, la montagne dont sont issus tous ces sédiments. Donc on a une vallée à fond très large et qui est complètement remplie par des sédiments. Alors ça se voit pas sur la photographie, hein, mais ces sédiments, peuvent être de taille, très variée et ça peut aller jusqu'à, quelques mètres, hein, de diamètre. Ça peut être des gros blocs. C'est pas que du sable, mais il y a du sable aussi. Tous ces sédiments viennent de la montagne que l'on voit au loin, au fond de la photo. Et d'ailleurs, sur la partie, légèrement au fond à gauche, on voit que le relief est complètement blanc. En fait, c'est le glacier qui est à l'issue de l'érosion de cette vallée. Et donc, chaque fois que le glacier fond et chaque fois qu'il pleut, ben, toutes ces particules vont pouvoir être emportées par, des phénomènes de crue, et se déplacer progressivement, jusqu'à finir par atteindre, la mer. Bien sûr, plus les particules sont petites, plus elles vont se déplacer rapidement et facilement. Les particules les plus grosses ne pourront se déplacer que s'il y a un courant, extrêmement fort. En ce qui concerne les ions, ben, les ions vont être transportés aussi de la même manière par ces eaux de ruissellement, et c'est à l'origine de phénomènes assez particuliers. Alors, on est ici au Chili, mais c'est valable, dans pas mal de lacs de montagne. Donc là, on est légèrement en altitude, on est dans les Andes, hein. Et vous voyez, le lac est caractéristique par cette couleur, bleutée, ce qu'on appelle un bleu glaciaire. Et en fait, c'est dû à l'énorme charge en sédiments qu'il va y avoir, dans les eaux. Et ces sédiments extrêmement fins et ces ions, vont venir, ben, diffracter la lumière et ça va donner cette couleur blanchâtre qui est associée à la couleur bleue de l'eau, donne cette couleur un peu laiteuse. C'est vraiment typique des eaux chargées en sédiments issues de l'érosion, que l'on peut trouver dans les chaînes de montagne. Ces eaux qui circulent, qui sont chargées en ions, bah, ne vont pas forcément amener ces ions jusqu'à la mer. Ces ions peuvent, reprécipiter en cours de route. C'est notamment le cas, lorsque l'on a des grottes. Lorsqu'on a une grotte, ben, l'eau, en général, c'est dans des paysages calcaires. Le calcaire est poreux, donc l'eau peut s'infiltrer à travers le calcaire. En s'infiltrant, bah, elle se charge en ions, elle va dissoudre un petit peu des ions, issus du calcaire, notamment des ions calcium et des ions carbonate. Et lorsque cette eau, va trouver une cavité, bah, ça va tomber, ça va former des gouttes, ce que vous avez sur cette photographie, hein. Le flash a permis de décomposer la chute de la goutte d'eau. Et chaque fois que la goutte d'eau tombe, bah, elle va venir déposer un petit peu d'ions qui reprécipitent et ça, accéléré sur des milliers et des milliers et des milliers d'années, ben, ça va pouvoir, petit à petit construire une colonne de roches, ce qu'on appelle un stalagmite. Au plafond, l'eau qui goutte, avant de tomber, a le temps aussi de faire reprécipiter un petit peu des ions, et là aussi ça va, ben, constituer ce qu'on appelle des stalactites cette fois-ci, en hauteur au plafond de la grotte. C'est ce que vous avez, ici. Donc là on a ce qu'on appelle des stalactites en spaghetti parce qu'elles sont très, très fines. Alors bien sûr, il faut des milliers d'années pour, constituer ce type de structure, mais c'est directement issu du phénomène de reprécipitation des ions qui sont eux-mêmes, issus de la dissolution des roches par, altération chimique. Alors, si ça ne reprécipite pas, et si ces sédiments ne se déposent pas entre-temps, au fur et à mesure que les rivières, les entraînent, jusque dans des fleuves qui vont les entraîner, in fine, jusque dans la mer. On a ici une photographie qui a été prise depuis un avion, au-dessus de la mer Baltique. Je ne sais pas si vous voyez parce que la photo est un peu pâle, mais en plein milieu de la photographie, on a un bateau. En fait, ce bateau, c'est un tanker pétrolier, hein, qui fait à peu près 150 mètres de long, pour vous donner une idée de l'échelle. Et en fait, on est dans la mer Baltique et on voit que cette mer est extrêmement chargée en sédiments. D'ailleurs, le sillage du bateau, vous voyez, on le distingue extrêmement bien parce que les remous ont dispersé les sédiments. Et donc tous ces sédiments, en fait, sont des sédiments du sable, si vous voulez, qui est issu de l'érosion du continent et qui se retrouve en suspension, dans la mer. Et bien sûr, au bout d'un moment, il va finir par, graviter, par se déposer au fond de la mer ou le long de la mer, le long de la côte, pour former ce qu'on appelle des plages. Les plages, hein, c'est le résultat du dépôt de sédiments, des sédiments qui viennent, du continent, dont est issue cette plage. Donc là, une image en Australie, une plage assez spectaculaire parce qu'on a le contraste entre les eaux très bleues turquoise et puis le sable quasiment blanc, et donc ça donne ce paysage absolument sublime. Alors, en fait, les scientifiques, les géologues ont pu quantifier, qu'est-ce qu'il va se passer en fonction de la vitesse du courant et en fonction des tailles des particules. Et ça donne ce diagramme, assez important pour les géologues, qu'on appelle le diagramme de Hjulström, qui était un Suédois qui a travaillé sur ce problème. Et alors attention, c'est un diagramme qui est logarithmique, c'est-à-dire que chaque fois que l'on grandit d'une unité, que ça soit en abscisse ou en ordonnée, en fait, la grandeur est multipliée par 10.
Donc ça peut aller très vite. Et donc, si je prends un courant, alors mettons de 1 cm par seconde, les plus petites particules, par ce courant de 1 cm par seconde, c'est-à-dire un courant qui est relativement faible, hein, bah, elles vont juste être transportées, c'est-à-dire les particules minuscules vont pouvoir être transportées. Dès que la particule va être suffisamment grande, bah, cette particule sera trop lourde pour être transportée par ce courant, autrement dit, elle ne bougera plus, elle va tomber sur place, se déposer, et ça sera de la sédimentation. Maintenant, si je prends un courant plus fort, bah, on peut avoir transport et puis on peut avoir un autre phénomène qui est le phénomène d'érosion. C'est-à-dire que lorsque les courants sont suffisamment forts, pour certains diamètres des particules, ces courants vont être suffisamment puissants, suffisamment énergétiques pour bah, contribuer à casser ces particules, à les recasser en particules plus petites. Et c'est ce type de diagramme qui permet de comprendre les paysages. Regardez, donc on est sur une plage en Bretagne, une plage un peu particulière, et en fait on a plusieurs choses à voir sur cette plage. Première chose, si on compare les zones A et les zones B, vous voyez, là, il y a une différence de couleur. La zone A est globalement blanche, la zone B est globalement rouge. C'est parce qu'en fait, dans cet endroit, on a deux types de sable. On a du sable de quartz, qui va être de couleur blanche, et du sable de grenat, qui est de couleur plutôt rouge, rouge grenat, en fait. Et le grenat est plus dense que le sable. Pardon, le grenat est plus dense que le quartz. Et donc, lorsque le courant était suffisamment fort, ben, il a pu déplacer le grenat. Et le quartz est parti beaucoup plus loin. Et en fait, on est sur une zone de marée. Donc, le courant, petit à petit, s'est retiré. La mer s'est retirée. Vous avez la flèche qui indique la direction dans laquelle la mer s'est retirée. Et au fur et à mesure que la marée diminue, le courant est de plus en plus faible. Et donc, dans la zone B, c'était lorsque le courant était encore suffisamment fort pour déplacer le quartz, pour lequel il n'y a pas beaucoup de besoin d'énergie pour le déplacer, mais il n'était pas encore, enfin il était plus assez fort pour déplacer le grenat, donc le grenat s'est déposé. Puis dans la zone A, le grenat s'était déjà déposé, et là le courant est encore plus faible, et donc là même le quartz ne peut plus se déplacer, il va se déplacer à son tour. Maintenant, si vous regardez la zone C, vous avez de nouveau des sédiments, mais qui sont de taille beaucoup plus importante. Rien à voir. Et donc là, en fait, on est sur un autre type de sédimentation. Là, c'est une sédimentation de tempête. En fait, les blocs que vous avez sur la zone C ne pourront être déplacés que lorsqu'il y aura des vagues extrêmement fortes, comme c'est le cas dans une tempête. Et quand c'est le cas, ben, tous les sédiments plus fins de la zone A et de la zone B, ils sont complètement balayés. Donc, quand il y a une tempête, imaginez, on n'a plus que des roches comme dans la zone C. Et puis, le reste du temps, les marées, avec leur énergie quotidienne beaucoup plus limitée, vont venir redéposer du grenat puis du sable, etc., etc. Et ça à chaque cycle. Si on regarde maintenant les sédiments qui sont transportés par des glaciers, ben, on va pouvoir les reconnaître. On va pouvoir les reconnaître parce que les sédiments qui sont transportés par des glaciers, ils vont avoir des particularités. Alors, première particularité, ces sédiments, ils vont être striés. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les sédiments, lorsqu'ils étaient transportés par les glaciers, ils venaient frotter les uns sur les autres au fur et à mesure que le glacier avance, et ça laissait des stries sur les roches. Alors, vous voyez le gros bloc au premier plan, alors les stries sont légères, mais en les cherchant bien, vous allez voir qu'il y a plein de stries horizontales qui viennent comme griffer ce bloc. Bah, ça, c'est le résultat de l'érosion glaciaire. Et en fait, sur cette photographie, alors j'espère que tout le monde a vu le glacier que vous voyez en arrière-plan, et en premier et deuxième plan, vous avez toute une accumulation de blocs de taille très variable. En fait, tout ça, ce sont les blocs qui ont été transportés par le glacier jusqu'à arriver jusqu'au devant, à l'avant du glacier, et là c'est l'endroit où le glacier fond parce qu'il fait plus chaud, et donc ben, les blocs, ben, lorsque le glacier fond, restent sur place, et donc en avant du glacier, on va avoir une sorte de grosse accumulation de blocs de toute taille, ce qu'on appelle des moraines. Et dans un deuxième temps, ces moraines peuvent se végétaliser, c'est pour ça que vous avez de la mousse qui a poussé par-dessus. Donc une moraine, M-O-R-A-I-N-E, c'est le résultat de l'accumulation de sédiments transportés par des glaciers. C'est ce que vous avez ici. Et encore une fois, lorsque le glacier est actif, ces moraines vont être constituées de blocs de toute taille, extrêmement diverses. Il peut vraiment y en avoir qui vont faire plusieurs dizaines de mètres, et d'autres, ça sera quasiment du sable. Autre exemple, pour bien que vous voyez les moraines, alors vous avez le glacier qui descend de la montagne sur la partie centrale, et la fin du glacier est complètement noire. C'est bien de la glace, hein, même si c'est noir. Alors pourquoi c'est noir? C'est parce qu'on est en Islande, et donc il y a eu des éruptions volcaniques qui ont projeté plein de cendres et sont venues recouvrir la glace. C'est pour ça qu'elle est noire. Mais ce qui m'intéresse moi, alors déjà vous voyez la vallée en bas qui est complètement plate. C'était à l'époque où le glacier, il faisait plus froid, donc le glacier descendait plus bas, il avait creusé la vallée. Vous voyez aussi la rivière qui est le résultat de la fonte du glacier au fur et à mesure que le glacier recule.
Ce qui m'intéresse, c'est, vous voyez l'espèce de langue de terre, un peu noir-marron et qui se termine en brun verdâtre, sur la partie droite, en bas de la photo, au-dessus de la rivière. C'est comme si ça faisait une sorte de prolongement de la montagne. Et ben, en fait, ce prolongement de la montagne, c'est la moraine. À l'époque où le glacier était plus bas, ben, tous les sédiments sont venus s'accumuler le long de de ce glacier et ça a formé, une sorte de contrefort en moraine. Et lorsque le glacier a reculé, bah, cette moraine, est restée là et ça nous montre aussi que le glacier, avant, bah, descendait plus bas. Si on se rapproche, autre, là on est carrément sur la moraine, donc vous voyez des blocs de toute taille. Vous voyez le glacier à droite, qui arrive jusqu'à cette moraine et le lac que vous avez, en fait, c'est le lac qui est issu de la fonte du glacier, sur lequel il y a quelques icebergs qui se sont détachés du glacier. Et dans cette moraine, on va trouver, des blocs de toute taille et très souvent on peut aussi trouver des géologues parce que, ben, dans les moraines, on va trouver des roches très variées, qui ont été transportées par le glacier et ça permet d'étudier, les roches qui viennent de plus loin. Vous êtes, alors, sur cette photographie de nouveau à Yosemite, donc une vallée glaciaire. Donc là, pour le coup, le glacier, a complètement disparu depuis des millions d'années, hein. On n'est plus du tout dans un climat glaciaire. Vous voyez que le fond de cette photographie, le 1er plan est complètement plat. C'est le résultat de l'action de ces glaciers. Mais vous avez ces gros blocs qui sont restés, ce qu'on appelle des blocs erratiques, qui vont venir témoigner d'une ancienne glaciation. Et donc ces blocs étaient transportés par le glacier. Lorsque le glacier a fondu, ben, ces blocs sont restés sur place. Et comme ces blocs étaient de très grande taille, ces blocs sont restés, ils n'ont pas bougé depuis, enfin ils ont été un petit peu érodés. Mais à l'époque, il faut bien imaginer qu'on avait des blocs de toute taille, simplement les blocs plus petits ben, sont partis par l'érosion, avec les cours d'eau, avec les précipitations. Ces blocs-là sont les derniers à rester parce qu'ils sont tout simplement plus gros. Alors, on a vu le transport par l'eau, mais il y a un autre mode de transport, c'est le transport par le vent. Le vent, ça va être aussi un mode de transport très efficace des sédiments. Alors bien entendu, ça va pas transporter des gros sédiments, hein. Un bloc de 10 kg, avant de le faire bouger par du vent, c'est relativement rare. Par contre, les grains de sable, ben, typiquement, vont pouvoir se déplacer très facilement par le vent et former des paysages particuliers, hein, ce qu'on appelle les dunes éoliennes. Ces dunes qui vont être typiques des déserts, de sable. Donc on est ici en Namibie, dans le désert du Namib. C'est là où on trouve les plus grandes dunes du monde. Pour vous donner une échelle, la dune principale là, que vous voyez sur cette photographie, entre le fond et le sommet, on a quasiment 150 mètres. C'est vraiment des dunes gigantesques qui ont été sculptées par le vent, qui petit à petit pousse les grains de sable les uns sur les autres et forment ces paysages absolument magnifiques et puis très originaux. Ce transport des sédiments par le vent, ça se voit très bien en vue satellitale. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu, hein, ce sont les îles Canaries au large du Maroc. Et donc à l'est sur cette photographie, on a le désert du Sahara. Et vous voyez ces espèces de traînées blanchâtres qui vont dans la direction sud-est-nord-ouest. Ben, c'est tout simplement le vent qui est chargé de sédiments de sable, qui s'est chargé de sable dans le Sahara, et qui va venir transporter, vous voyez très très loin, hein, ou sur les Canaries et bien au-delà, toutes ces particules de sable. Et d'ailleurs, ça peut donner des choses amusantes ou pas d'ailleurs. Cette photographie a été prise à Montpellier et c'est le capot d'une voiture. Il a plu ce jour-là et le capot de la voiture est complètement recouvert de sable, tout simplement parce que ce sable est issu du Sahara et donc ce sable a traversé complètement depuis l'Algérie jusqu'en France, a traversé toute la Méditerranée par le vent et les nuages. Et lorsqu'il a plu, ben, ce sable est tombé et c'est très courant que dans le sud de la France, on ait souvent ce qu'on appelle des pluies rouges qui viennent recouvrir d'un peu de sable ben, partout. Alors, pour les voitures, c'est pas forcément très agréable, mais c'est la conséquence de ce déplacement éolien. Pour finir avec cette partie, ben, l'érosion peut être à l'origine de paysages particulièrement originaux et spectaculaires un peu partout sur Terre. Donc on retrouve un paysage de chaos, comme je vous en avais parlé, donc là on est aux États-Unis. Ce bloc qui est très célèbre, hein, qui s'appelle Balanced Rock, mesure à peu près allez, 50-60 mètres de haut. Il est complètement en équilibre, mais un jour ou l'autre, l'érosion va finir par achever son processus et ça finira par s'effondrer. En attendant, ça tient très bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais on retrouve entre le bloc qui est à gauche et les deux blocs qui sont à droite, la même succession entre un gros massif très rouge, puis une sorte de ligne un peu plus blanchâtre, puis après
des massifs un petit peu recoupés, une couleur orange un peu plus pâle, bah, ça nous montre qu'en fait tout ça s'était connecté, et il faut imaginer il y a des millions d'années et c'est l'érosion qui est venue découper, de manière un petit peu aléatoire et chaotique ce paysage. Autre exemple un peu surprenant, ce qu'on appelle des boulders, ça c'est en Nouvelle-Zélande. On est sur une plage et puis sur cette plage, on trouve des gros blocs de sédiments, complètement lisses, en forme de demi-sphère, qui font plusieurs mètres et en fait, c'est le résultat d'une érosion un petit peu originale, et on a ces espèces de boules qui dépassent, dans le sable, c'est très, très particulier. Là, nous sommes dans les Alpes et on a un phénomène qu'on appelle les cheminées de fées. Alors en fait, c'est une ancienne moraine, hein, ce que vous avez ici, donc ça nous montre aussi que dans les Alpes, il y avait des glaciers très importants, beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Et je vous ai dit, dans les moraines, il y a des blocs de toute taille. Et en fait, il y a notamment des blocs relativement gros. Et lorsque ces moraines ont été érodées par l'eau qui coule, l'eau de ruissellement, bah, les particules les plus fines sont parties, les particules les plus grosses, les blocs les plus gros sont restés. Et en fait, ces gros blocs ont en quelque sorte protégé les particules fines qui étaient en dessous de l'érosion par l'eau de pluie. Et donc petit à petit, ça fait des colonnes. Et au fur et à mesure que la colonne se dégage de plus en plus, le poids de cette colonne et du bloc va venir souder, consolider ce bloc, et ça peut former des colonnes qui peuvent être de très grande taille, hein. Là, je ne sais pas si vous voyez l'échelle, mais il y a un sapin là en bas à droite. Ces colonnes font aller entre 5 et 15 mètres de haut. Donc c'est quand même assez important. Là, on est dans une région des États-Unis qui s'appelle les Badlands, dans le Dakota du Sud. Et alors, c'est une région qui est caractérisée par une forte érosion, et c'est une région où on a des roches qui sont entre le calcaire et les argiles, donc des roches très sensibles à l'érosion. Et en fait, du fait de cette forte érosion, ben, on a un paysage qui a été complètement découpé comme une sorte de dentelle par l'érosion de ruissellement. Ça donne, ben, là aussi, encore une fois, des paysages assez spectaculaires. On a des choses un peu pareilles en France à une échelle moindre. Donc là, on est en Haute-Loire, dans le Massif central, et pareil, l'érosion par le ruissellement a complètement découpé ces argiles. Et comme les argiles peuvent être colorées très facilement par tous les oxydes qui traînent, bah, ça fait ces motifs relativement agréables à regarder. Donc pour résumer, une fois que les reliefs se sont formés, par l'action de la glace, de l'eau, du vent, on va avoir érosion de ces reliefs. Cette érosion va se poursuivre tant que le relief existe. Puis tous les produits d'érosion vont être transportés après leur démantèlement dans l'origine de la montagne. Puis tous les sédiments et les particules et les ions qui se sont accumulés ainsi vont se retrouver dans les océans, où ils vont finir par se déposer et former des sédiments, des roches sédimentaires au fond des océans. Par ailleurs, vous êtes peut-être demandé pourquoi l'eau de mer était salée. Ben, une des explications, c'est que l'eau de mer, en fait, accumule depuis des milliards d'années, plein de particules, ioniques issues de l'érosion des continents, et qui petit à petit, s'accumulent, 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 et c'est pour ça que l'eau de mer est beaucoup plus, riche en ions et donc beaucoup plus salée notamment que l'eau des rivières. L'eau des rivières, on a juste, l'érosion actuelle qui a donné des ions dans ces rivières. Dans l'eau de mer, ben, ça, on a une accumulation sur des millions d'années, voire des milliards d'années. Alors maintenant, comment on passe de l'érosion à l'aplanissement des chaînes de montagnes? Et le premier problème des géologues, c'est essayer et arriver à estimer une vitesse d'érosion. Alors c'est pas facile du tout, hein, d'estimer une vitesse d'érosion. Alors il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est ben, de regarder les fleuves, de se mettre à la sortie des fleuves, des bassins hydrographiques, et puis de regarder la charge en sédiments. Et puis regarder le débit du fleuve. Et donc on arrive à mesurer la charge en sédiments. Donc on va avoir une quantité de roches, une certaine unité de temps. Et puis après, ben, il suffit de mesurer la surface de ce réseau hydrographique, ben, et on peut, de manière relativement grossière, ben, déterminer la vitesse enfin plutôt la quantité de sédiments qui a été enlevé par unité de surface. Et si on fait ça durant un certain moment, ben, on a donc une quantité de sédiments par unité de temps, et ça nous donne une vitesse.
Donc, sur cette carte, vous avez les principaux bassins hydrographiques et vous voyez que, sans surprise, les bassins hydrographiques où il y a le plus de sédiments chargés, c'est des bassins hydrographiques qui sont, proches de chaînes de montagnes très importantes. Notamment, tout ce qui est autour de l'Himalaya avec le fleuve Jaune, le Brahmapoutre, le Gange, ce qui est à la sortie des Alpes avec le Rhône et puis ce qui est à la sortie des Andes avec le Magdalena, en Colombie. Et donc par ce mécanisme, on arrive à des vitesses d'érosion qui sont de l'ordre de entre 50 et 300 mètres par million d'années. C'est-à-dire que les sédiments vont enlever entre 50 et 300 mètres chaque million d'années pour les chaînes de montagne. Ce qui est quand même pas mal, déjà impressionnant. Il y a une deuxième méthode. Il y a une deuxième méthode pour estimer la vitesse d'érosion. Alors là, c'est une méthode un petit peu plus complexe qui s'appelle la thermochronologie. Alors la méthode en elle-même ne m'intéresse que moyennement. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Alors je vous explique la méthode quand même. En fait, les physiciens sont capables de trouver des traces de fission dans les minéraux et ces traces sont reliées directement à la température des roches. Et donc, à partir de ces traces de fission, on peut estimer l'époque à laquelle un minéral a franchi une certaine température. Donc, par exemple, on peut savoir à quelle époque le minéral est passé à la température de 60 degrés. On peut savoir à quelle époque le minéral est passé à la température de 110 degrés. Or, on connaît le géotherme des roches. On connaît le géotherme, donc ça veut dire qu'on est capable de relier la température à une profondeur. Donc si je résume, comme on sait à quelle époque le minéral est passé à telle température, si on fait l'hypothèse que le géotherme n'a pas changé, on est capable de dire à quelle époque le minéral est passé à telle profondeur. C'est ce que vous avez sur le diagramme de gauche. On sait quand est-ce qu'il est passé à 60 degrés, on sait quand est-ce qu'il est passé à 110 degrés. Comme on peut relier la température à une profondeur, on sait à quel écart de temps, quelle durée a séparé ces deux températures et donc ces deux profondeurs. Si on connaît un écart de temps, c'est-à-dire une durée, si on connaît une distance, on peut donc calculer une vitesse. Et si on peut calculer une vitesse, on peut obtenir la vitesse à laquelle cette roche est remontée par thermochronologie. Alors, si on fait ça dans les Alpes, on peut obtenir quelque chose d'assez étonnant, c'est que dans les Alpes, on trouve une vitesse de 630 mètres par million d'années. Or, je vous ai dit tout à l'heure que par les sédiments, on trouvait entre 50 et 300 mètres par million d'années. Donc, vous voyez qu'on a des vitesses qui sont beaucoup plus importantes. Et ça, c'est étrange. Ça veut dire que l'érosion n'est pas le seul mécanisme qui explique la remontée des roches, puisque la thermochronologie nous donne des résultats qui sont trop importants par rapport à la vitesse d'érosion. Donc ça veut dire qu'il existe d'autres mécanismes qui expliquent la remontée des roches, autrement dit qui expliquent la disparition des reliefs. Le deuxième mécanisme qui explique la disparition des reliefs, c'est ce qu'on appelle le réajustement dynamique de l'altitude, qui va venir compenser l'érosion. Et c'est là où on va retrouver notre vieil ami l'isostasie. Alors, l'idée, qui en fait, vous allez voir, est relativement simple si vous avez compris ce qu'on avait dit sur l'isostasie, c'est que chaque fois qu'il y a érosion, on enlève de la roche en surface. Mais cette roche en surface constitue un certain poids, un poids important. Donc c'est comme si on enlevait une masse. Forcément, si on enlève une masse, tout notre massif montagneux va remonter naturellement pour retrouver un équilibre par phénomène isostatique. C'est comme vous êtes dans la piscine avec votre petit frère, vous lui appuyez la tête sous l'eau, si vous n'attendez pas trop longtemps et que vous enlevez votre main, il va naturellement remonter puisque vous avez enlevé la pression que vous exerciez en surface sur sa tête. Encore une fois, ne pas attendre trop longtemps. Et donc, petit à petit, on va avoir disparition à la fois du relief en surface, mais également du relief en profondeur. Attention, le relief en profondeur ne disparaît pas tel quel. Il disparaît parce que l'ensemble de la chaîne remonte. C'est ce que vous voyez bien sur ces images, parce que les plutons qui sont en rouge, vous voyez progressivement reviennent à la surface, parce que l'érosion ne se fait que en surface, mais chaque fois qu'on enlève un petit peu de surface, on a toute la chaîne de montagne qui remonte. Et d'ailleurs, ça, on peut estimer la vitesse. On estime que 100 mètres d'érosion, ça va être accompagné de à peu près 80 mètres de rebond. Ce qui veut dire concrètement que si j'enlève 100 mètres de roche à la surface, en fait, ma chaîne de montagne, elle va pas perdre 100 mètres d'altitude, elle va perdre que 20 mètres. Pourquoi? Parce que sur ces 100 mètres d'altitude, il y a 80 mètres qui ont été perdus en profondeur dans la racine crustale, et donc il n'y a que 20 mètres qui ont été perdus à la surface.
Et ce qui revient à dire que lorsque notre relief à la surface aura complètement disparu, en fait, ça entraîne que la racine crustale en profondeur se sera complètement résorbée également. Et tout le résultat de cette érosion va former des sédiments qui vont venir se déposer dans les bassins sédimentaires océaniques qui sont de part et d'autre de cette chaîne de montagnes. Si on regarde les Alpes, vous avez ici une carte qui nous donne l'importance en centimètres pardon, l'importance en mètres du rebond dynamique, et vous voyez qu'on retrouve la forme en croissant des Alpes, c'est-à-dire que de manière assez logique, plus le relief est important, donc plus on est vers le cœur des Alpes, plus le rebond lié à l'isostasie va être important. Actuellement, les Alpes, c'est une chaîne qui n'est plus active, c'est-à-dire que, il n'y a plus de force convergente, donc il n'y a plus de gain en altitude par collision continentale. Par contre, le Mont Blanc continue tout petit peu de grandir. Pourquoi? Bah, parce qu'on est dans une phase où l'arrêt de la collision est suffisamment récent, et donc, actuellement, le rebond est plus important que l'érosion. Et donc, même s'il y a de l'érosion en surface, la chaîne de montagne grandit un tout petit peu, hein, c'est de l'ordre de centimètres tous les 10 ans, mais par ce phénomène de rebond isostatique, lié à l'isostasie. Dernier mécanisme, c'est le phénomène d'effondrement gravitaire. Alors là, c'est un mécanisme un peu original, mais qui, vous allez voir, était relativement simple à comprendre. Commençons par une observation. On est dans les Alpes, toujours, et dans les Alpes, on voit parfois des failles. C'est ce que vous avez sur ce paysage. Vous voyez, les lignes rouges, en fait, viennent souligner un certain nombre de failles. Vous avez la même chose vue en schéma. Or, ces failles sont des failles normales. Et les failles normales témoignent d'un phénomène de divergence. Bon, on a déjà vu qu'on pouvait trouver des failles normales dans les Alpes lorsqu'elles se formaient, ça pouvait être le reste d'anciennes marges passives qui témoignaient du phénomène d'océanisation. Ce qu'il y a de particulier avec ces failles, c'est que c'est ces failles qui sont actives. Autrement dit, aujourd'hui encore, là, ces failles elles sont en mouvement, et donc ça veut dire que dans les Alpes, on a un phénomène de divergence. Et ça, c'est complètement contre-intuitif, puisque les Alpes, c'est une chaîne de montagnes, on a dit que les chaînes de montagnes se formaient par convergence. S'il y a de la divergence, c'est quelque chose d'assez étonnant, d'assez surprenant. Et en fait, c'est relativement fréquent dans les Alpes. Alors, vous avez ici une carte des Alpes, et vous avez des sortes de petites sphères qui symbolisent les différentes failles aujourd'hui actives dans les Alpes. Et suivant le type de motif, on a ces petites sphères symbolisent soit des failles normales, soit des failles décrochantes, soit des failles inverses. Alors les failles inverses, c'est normal d'en trouver. Les failles inverses, c'est lorsque le centre de la petite boule est noir. Et vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça en fait dans les Alpes. La plupart des petites boules que vous voyez, le centre de la boule est blanc. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une faille normale. Donc il y a beaucoup de failles normales dans les Alpes. Alors comment ça se fait? Ben, ça vient d'un phénomène qu'on appelle l'effondrement gravitaire. L'effondrement gravitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chaîne de montagne en fait est tellement grande et tellement lourde que sous son propre poids, elle commence petit à petit à s'étaler, à glisser sur les côtés. Imaginez, vous construisez un château de sable, bah, vous pouvez le grandir, le faire grandir, le faire grandir. Au bout d'un moment, il va finir par s'effondrer parce qu'il est instable. Bah, la chaîne de montagne, c'est la même chose. Bien sûr, ce phénomène est très très lent. Et donc, ces flèches blanches que vous voyez un peu partout bah, témoignent du fait que sous son propre poids, la chaîne alpine va avoir tendance à glisser vers d'un côté le bassin du Pô en Italie et de l'autre côté le bassin de Dauphiné Grenoble-Lyon. Ce que vous avez sur ce schéma, en fait, lorsque on a un effondrement gravitaire, la chaîne va glisser à partir de sa partie centrale sur les côtés. Vous voyez, on a ces flèches qui symbolisent ce phénomène d'extension, et ça va contribuer à un phénomène d'aplanissement, de pénéplanation de la chaîne. Pour résumer, la pénéplénation donc va être l'action conjointe de ces trois phénomènes. Donc d'une part l'érosion, d'autre part le rebond lié à l'isostasie, et enfin l'effondrement gravitaire lié au poids de la chaîne. Et donc ces trois mécanismes conjoints vont avoir tendance à faire disparaître les reliefs. Et donc progressivement, l'orogène va se transformer, va disparaître jusqu'à devenir une plaine d'érosion. Et c'est pour ça que, de manière assez traditionnelle, on sépare les montagnes entre montagnes jeunes et montagnes anciennes. Ce qu'on appelle des montagnes anciennes, c'est des montagnes relativement vieilles, dans lesquelles le relief a
quasiment complètement disparu et donc on va avoir des reliefs beaucoup plus arrondis, on va avoir pas de relief anguleux et puis les roches que l'on va voir à l'affleurement, ce sont en fait des roches qui se sont formées en profondeur parce que elles ont eu le temps de remonter vers la surface. Toutes les roches qui étaient au-dessus ont eu le temps de disparaître par phénomène d'érosion, accentué par le rebond lié à l'isostasie, accentué par l'effondrement gravitaire. A l'inverse, les montagnes jeunes, comme ici les Alpes, vont être caractérisées par des reliefs accidentés, très élevés, et puis des montagnes vraiment pointues. Vous avez ici deux cartes géologiques. À gauche, c'est le Massif central, à droite, c'est l'Himalaya. Et ben, on ne va pas retrouver du tout les mêmes roches. Dans l'Himalaya, dans les montagnes jeunes, on va retrouver des roches sédimentaires, des roches métamorphiques, alors que dans le Massif central, comme dans les massifs anciennes, on va retrouver des plutons qui se sont formés à 30-40 km de profondeur. Mais toutes les roches qui étaient au-dessus ben, ont eu le temps de disparaître par érosion. Et donc, finalement, si on résume, l'évolution d'une chaîne de montagne va se faire en plusieurs phases. Et ces phases peuvent être caractérisées en comparant deux types de forces. Les forces qu'on va appeler des forces de volume, qui vont être des forces verticales, et puis des forces horizontales, cette fois-ci, qui sont les forces aux limites de plaque. Dans un premier temps, schéma du haut, nous avons un phénomène de convergence. Donc ça veut dire que les forces aux limites de plaque vont être des forces convergentes très très fortes, beaucoup plus fortes que les forces de volume. Et donc dans ce cas-là, ben, le mouvement dominant, ça va être un mouvement horizontal de rapprochement. Et donc ça va faire grandir de manière tectonique l'orogène par accumulation d'écailles séparées par des chevauchements. Puis, dans un deuxième temps, on a ces forces de collision qui diminuent, ces forces aux limites de plaque qui diminuent, mais qui restent importantes. Et entre-temps, notre orogène a gagné en volume, donc les forces de volume ont gagné, en quelque sorte, en intensité. Et donc, deuxième temps, on a une sorte d'équilibre entre les forces de volume et les forces aux limites de plaque. Dans ce cas-là, pendant tout ce temps, on a de l'érosion qui commence à se produire, mais on va avoir une sorte d'équilibre, c'est la situation des Alpes. C'est la situation des Alpes, et dans ce cas de figure, on n'a quasiment pas de gain d'altitude ou un gain relativement faible. Je ne vous ai pas dit, hein, mais le premier cas de figure, c'est par exemple la situation de l'Himalaya. L'Himalaya, c'est une chaîne de collision qui est encore active. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de nombreux séismes sur les contreforts de l'Himalaya. Et puis, dernier cas de figure, ben, là, cette fois-ci, les forces aux limites de plaque sont beaucoup plus faibles. Et dans ce cas-là, les forces de volume vont reprendre toute leur importance, être beaucoup plus fortes. Et c'est là où on va voir l'effondrement gravitaire, l'érosion va être maximale. Et c'est ce qui se passe, par exemple, sur le massif armoricain, le massif central, où on est en fin de ce mécanisme. Et il reste encore du relief, mais petit à petit, ce relief va finir par disparaître, jusqu'à obtenir quelque chose de complètement plat. Et une fois que tous ces reliefs ont disparu, on obtient une plaine qu'on appelle une plaine de pénéplénation, ou une pénéplaine, et c'est ce que vous avez sur le document du bas. Bien sûr, ça va prendre des centaines de millions d'années. Former une chaîne de montagnes, ça prend des centaines de millions d'années, la faire disparaître, ça prend de nouveau des centaines de millions d'années. Finalement, conclusion, on a vu à travers ce chapitre comment la lithosphère continentale se recyclait. On avait vu dans le chapitre précédent de géologie comment la croûte continentale pouvait se former par accrétion continentale, notamment au niveau des zones de subduction. Et en fait, par les chaînes de montagnes, on va former des sédiments. Ces sédiments vont aller se déposer et une fois qu'ils se sont déposés, ils forment des roches sédimentaires qui, lors d'un nouveau cycle orogénique, une nouvelle formation de chaînes de montagnes, peuvent venir reformer des chaînes de montagne. Et donc, de cette manière, on peut avoir des successions de collisions, érosion, collisions, érosion, et qui vont former de nouveaux massifs, transformer les continents, mais finalement le volume de roches continentales reste globalement le même depuis des milliards d'années. Vous avez ici un schéma bilan qui résume bien la situation. Et donc, on va avoir production de lithosphère continentale par la subduction, par les phénomènes d'accrétion continentale. La subduction fait disparaître et permet de recycler la lithosphère océanique. Ce qui va permettre de recycler la lithosphère continentale, c'est le phénomène de collision. Et si on compare un petit peu ces deux lithosphères, la lithosphère océanique va se former en grande quantité au niveau des dorsales et va être quasiment recyclée totalement au niveau des zones de subduction. Et ça, c'est un phénomène relativement rapide à l'échelle géologique. Ça va prendre grosso modo 200 millions d'années pour avoir un recyclage total. La lithosphère continentale, on a une très très faible proportion qui est recyclée dans le manteau. La plupart du recyclage se fait
en surface, et c'est un phénomène qui va être beaucoup plus lent, ce qui explique que, ben, on va retrouver des lithosphères continentales beaucoup plus âgées. Si vous le souhaitez, ben, je vous conseille, vivement de essayer de construire votre propre petit schéma bilan sur les différents mécanismes d'érosion, et de recyclage des différentes croûtes, en comparant la croûte continentale à la croûte océanique, et ça peut donner quelque chose comme ça. Que c'était une de mes anciennes élèves qui avait réalisé un très bon schéma bilan. Ainsi s'achève ce chapitre, et ainsi s'achève le programme de géologie du lycée. Programme de géologie dans lequel on a pu balayer, ben, un certain nombre de phénomènes, et maintenant, ce que j'espère, c'est que lorsque vous promènerez, un petit peu, lorsque vous voyagerez, dès qu'on le pourra, ben, essayez de garder un peu l'œil ouvert sur ce que vous voyez, essayez de vous poser des questions: «Tiens, comment ce paysage s'est formé? Qu'est-ce que je vois?» Et vous verrez que c'est pas si dur, et qu'avec les connaissances que vous avez, à l'issue du lycée, en fait, vous êtes déjà capable d'expliquer beaucoup de paysages, parfois étonnants, sur lesquels on peut tomber au gré des pérégrinations, que l'on suit. Très bonne fin de journée à vous, et puis on se retrouvera prochainement, pour terminer le programme de biologie, où il nous manque encore quelques petits chapitres.